tu n'es qu'une vieille relique, tu n'es plus un visionnaire, a dit ma femme, tandis qu'elle embrassait son jeune amant sur scène et m'humiliait devant tout le monde. Je n'ai pas arraché le microphone de sa main, ni crié, ni renversé une table comme un imbécile ivre qui ne l'avait pas vu venir. Je suis resté là, dans l'allée centrale, dans mon smoking impeccable, la cravate droite, regardant la femme que j'ai passé 14 ans à construire professionnellement et personnellement remettre le prix portant mon nom au garçon avec qui elle couchait. Une nouvelle vision, a-t-elle dit, comme si j'étais un logiciel obsolète. Les applaudissements étaient gênés, clairsemés. La plupart des personnes présentes dans la salle ne savaient pas ce qui venait de se passer. Certains invités m'ont regardé comme s'ils attendaient la chute de la blague ou peut-être une protestation, mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Je suis simplement sorti calmement tandis que son téléphone vibrait dans son sac à main. Elle ne l'a même pas regardé. C'est drôle comme une trahison est silencieuse quand elle se produit enfin à voix haute. Pas de tonnerre, pas de projecteur, juste le poids d'un millier de petites offenses qui se mettent soudainement en place. Les courriels qu'elle a accidentellement laissés ouverts, la façon dont elle disait nous dans les réunions mais je à la presse, les jeunes cadres qu'elle a commencé à amener au dîner et Oliver, toujours Oliver qui rôdait en marge des événements en posant des questions naïves comme « Dean, ne vous inquiétez-vous jamais d'être trop vieille école ?» J'aurais dû le gifler avec une feuille de calcul. Au lieu de cela, je suis resté silencieux. Je m'étais habitué à jouer le rôle qu'elle m'avait assigné. Le sage aîné, le soutien, le conseiller, pas l'homme qui a réellement écrit les politiques qu'elle citait dans les interviews, pas celui qui a couvert ses erreurs dans les réunions budgétaires. Je suis devenu l'échafaudage pour qu'elle puisse se faire passer pour une œuvre d'architecture. Mais cette nuit-là, en sortant du gala, autre chose s'est déclenchée. Pas de rage, pas de tristesse, de la clarté. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai senti la petite clé Tom que j'y gardais toujours. Ce n'était pas celle de ma maison, ni celle de mon bureau, c'était celle d'un tiroir dans une banque à 2 pâtés de maison. Un tiroir étiqueté C12. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce genre d'histoire vous touche, faites-moi une faveur. Plus de 90% d'entre vous écoutent mais ne s'abonnent pas. Mais si vous cliquez sur ce bouton d'abonnement, vous dites à l'équipe que son travail a un sens. Que des histoires silencieuses comme celle-ci comptent? Cela nous motive à continuer. Quoi qu'il en soit, revenons à Clara. Elle n'a pas vérifié son téléphone cette nuit-là. Elle était trop occupée à poser pour des photos avec Oliver, sa main sur le creux de son dos, sa coupe de champagne levée comme une torche. Mais la personne qui l'appelait n'était pas un chroniqueur mondain ou un stagiaire jaloux. C'était Suzanne, la mentor de Clara, une femme qui m'a dit un jour, Clara peut soit diriger une salle de conseil, soit la réduire en cendres. Cela dépend de qui lui donne les allumettes. Et Suzanne venait de la regarder tout réduire en cendres. À la seconde où je suis sorti dans la rue, mon propre téléphone a vibré. Un numéro privé. J'ai répondu Dean. La voix de Suzanne était calme, mais elle avait une certaine pointe. Où es-tu? Dehors, j'ai dit. J'ai essayé de l'appeler. Elle ne répond pas. Elle est occupée. J'ai dit, probablement en train de célébrer. Il y a eu une longue pause, puis elle a su. J'ai expiré, regardant l'horizon de la ville, les lumières du gala clignotant derrière moi comme un spectacle théâtral tordu. Non, j'ai dit finalement. Elle pense que ce soir était son idée. Une autre pause. Le conseil voudra parler? Je sais. J'ai dit. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis fin à l'appel et j'ai continué à marcher, dépassant le voiturier qui ne savait pas s'il devait s'approcher de moi, dépassant la fontaine qu'elle avait insisté pour que le lieu inclût pour sa valeur esthétique, dépassant tous les invités encore à l'intérieur, faisant semblant de ne pas avoir été témoin d'un kamikaze professionnel. Ce n'est pas la trahison qui m'a le plus frappé, c'est le rire. La façon dont la salle a ri quand elle l'a embrassé, comme si c'était spirituel, comme si j'étais la blague, comme si toutes les nuits où je suis resté tard pour réécrire ses présentations, toutes les fois où j'ai pris le blâme des auditeurs pendant qu'elle se cachait ne signifiaient rien. Mais j'avais prévu cela, pas cette scène exacte, mais quelque chose de similaire. On ne passe pas sa vie à construire des empires pour quelqu'un d'autre sans apprendre aussi où se trouvent les fissures. Et Clara a construit le sien à crédit et je venais de réclamer la dette. Dean est probablement en train de lécher ses blessures quelque part de façon dramatique, a dit Clara à son assistante ce matin-là en riant. Il fait ça. Il boude. Elle a roulé des yeux pour faire de l'effet. Elle a bu son expresso et a avancé la réunion de l'équipe du matin de 15 minutes. Elle portait du blanc,
toujours du blanc après une victoire. Mais Dean ne boudait pas, et il ne répondait pas à ses appels, pas par dépit, mais parce qu'il savait exactement quel genre de nettoyage suivait habituellement les petits jeux de pouvoir de Clara. Et cette fois, le désordre n'était pas à lui de le gérer. Il était à 2 heures au nord, seul dans une retraite qu'il recommandait à des collègues surmenés. Le genre d'endroit où les arbres semblaient écouter et le réseau cellulaire déclinait poliment. Pas d'assistant, pas de notification, juste lui, une cheminée et une mallette en acier qu'il n'avait pas ouverte depuis l'été dernier. Il a posé la mallette sur la table, a ouvert les 2 loquets et a fait une pause un instant avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. Un stylo plume, un carnet usé, une clé USB étiquetée RCM Doco et une enveloppe gaufrée de couleur crème. Plan d'urgence C12. Il l'a sorti. Du papier épais et lourd. À l'intérieur, 12 lettres adressées individuellement, déjà scellées, chacune portant le nom d'un membre du conseil d'administration. De vrais noms, pas d'assistant ou de suppléant. Les gros poissons. Suzanne était l'une d'entre elles, bien sûr. Ainsi que l'amphore Gaillou, dont le sourire pouvait mettre en faillite des startups. Et Dan Nirou, le genre de PDG qui ne rappelait jamais à moins qu'on ne lui présente une feuille de calcul ou une assignation à comparaître. 12 personnes qui, ensemble, pouvaient démanteler tout le réseau de Clara si elles en avaient une raison. Dean avait passé la dernière année à leur en donner une. Ce n'était pas vengeur, c'était chirurgical. Chaque lettre contenait un dossier soigneusement préparé, pas de ragots, pas d'hypothèses, des preuves tangibles. 3 signatures falsifiées, 2 contrats parallèles qui détournaient les fonds de bonus vers le budget discrétionnaire de Clara, son mentorat d'Oliver, qui comprenait une subvention au logement caché sous les dépenses de soudage d'équipe, et surtout, un projet à Yarta qu'elle avait approuvé en utilisant des fonds internes sans l'approbation d'acquisition, une décision qui violait les protocoles de conformité de 4 manières différentes. Dean n'avait pas déterré de saleté, il avait simplement cessé de les couvrir et avait commencé à les consigner. La beauté de tout cela est qu'il n'avait pas ajouté une seule accusation. Juste les reçus, juste la vérité intacte. Pas d'embellissement, pas de récit. Laisser Clara tout expliquer à 12 personnes très sérieuses qui savaient combien un scandale pouvait coûter en actions et en clauses de non-divulgation. Il a relu l'une des lettres, puis l'a scellée à nouveau. Quand il a eu fini, il a rangé la mallette, est sorti et l'a remise au concierge avec une seule instruction. Le même messager que la dernière fois. 12 destinations. Livraison le lendemain. Le concierge n'a pas sourcillé. Compris, monsieur Whiteear. De retour dans la cabine, Dean s'est versé un café noir. Cette fois, le silence était d'abord inconnu, pas de réunion, pas de rendez-vous successifs, pas d'appel pour éteindre un incendie. Il a regardé un oiseau se poser sur le rebord de la fenêtre, penchant la tête vers lui comme s'il avait des questions. Il a levé sa tasse en réponse. De retour au siège social, Clara commençait déjà à sentir les secousses. Un courriel omis, une invitation sur laquelle elle n'était pas en copie. Les ressources humaines reprogrammant son tête-à-tête. Elle l'a ignoré. À midi, elle avait envoyé un message vocal à Oliver. Déjeuner, tour de victoire. Pas de réponse. Elle a réessayé d'appeler Dean, plus par routine que par inquiétude, directement sur la messagerie vocale. Et puis, finalement, elle s'est souvenue du téléphone qui vibrait au gala. Elle ne l'avait pas vérifié. Cela lui avait semblé indigne d'elle à l'époque. Elle l'a fait maintenant. 5 appels manqués, tous de Suzanne. Clara a fixé l'écran, puis la porte, puis son propre reflet dans la vitre assombrie de la fenêtre du bureau, souriant en blanc comme si rien ne pouvait la toucher. Mais quelque chose l'avait déjà touchée et cela attendait silencieusement depuis 1 an. Il y a des années, Dean est entré dans sa propre cuisine au son du rire de Clara. Pas le genre de rire qu'elle lui donnait, ce rire chaleureux et répété qui ressemblait à un extrait d'une conférence TED, mais le gloussement aigu et nasal qu'elle réservait aux personnes pour lesquelles elle n'avait pas à jouer la comédie. Il venait de son téléphone, face contre terre sur l'îlot de la cuisine. Le haut-parleur était toujours allumé. Elle était sortie chercher son ordinateur portable. Il n'essayait pas d'écouter aux portes, il s'est juste figé quand il a entendu la voix à l'autre bout du fil. Oliver, je ne sais pas, disait Oliver. Et si ce truc de Yarta tourne mal, on est assez exposé du côté de l'approbation. Clara n'a pas hésité. Laisse Dean prendre le blâme. Il a l'habitude de nettoyer mes dégâts. Il y a eu une pause. Oliver a laissé échapper un rire nerveux.
Elle a continué, plus nonchalamment, comme si c'était évident. Il aime être le réparateur. Cela lui donne un but. Dean est resté immobile. Pas en colère, pas surpris, juste immobile. La lumière de la cuisine a vacillé au-dessus de sa tête. Une de ces ampoules fluorescentes qu'ils n'ont jamais pris le temps de remplacer. Clara disait toujours que cela rendait le granit dramatique. Dean pensait toujours que cela rendait juste tout légèrement décalé. Il est parti sans un mot, ne l'a pas confronté. Ne lui a pas demandé qui était Oliver pour elle. Pas encore. Au lieu de cela, il est descendu dans son bureau à domicile, a allumé la vieille imprimante HP qui toussait avant de démarrer et a ouvert leur dossier partagé. Co-signature 2013 présent. Il les a tous imprimés, chaque contrat, mémo et autorisation du conseil qui portait leurs deux noms. 67 documents. Il a parcouru page par page avec un stylo rouge. Il a marqué chaque modification qu'elle a apportée après sa signature, des ajustements dans la formulation, des clauses supprimées, des postes qui ne correspondaient pas au projet original. Il l'a surligné. Puis il a recoupé chaque version avec les horodatages des journaux du serveur interne. Il les a téléchargés, a également fait des sauvegardes physiques, les a téléchargés sur 2 disques durs externes, dont l'un qu'il a envoyé à un ami à Montréal, un directeur financier à la retraite avec rien d'autre que du temps et une haine profonde pour les coupeurs de coin. Il n'a pas dormi cette nuit-là, non pas parce qu'il avait le cœur brisé, mais parce qu'il l'a enfin comprise. Clara n'avait pas changé, elle avait évolué. Quand ils se sont rencontrés, elle était brillante, ambitieuse, incroyablement persuasive. Mais il y avait toujours un courant sous-jacent, une tendance au calcul, à tester les limites. Il pensait que le mariage la calmerait, que sa réputation tempérerait sa prise de risque. Au lieu de cela, cela l'a enhardi. Il est devenu le bouclier, le filet de sécurité, le pare-feu à travers lequel elle pouvait envoyer n'importe quelle mauvaise décision, sachant qu'il en sortirait carbonisé mais intact. Le lendemain matin, Clara a fait du café et l'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. Il l'a embrassé en retour, a versé de la crème dans sa tasse. Elle a dit, « Tu es silencieux aujourd'hui. » Il a haussé les épaules, « Je pense juste à Yarta. » Elle a haussé un sourcil. « Tu rumines toujours ça, ça va s'arranger. Je te mettrai au courant des révisions plus tard. » J'ai hâte, a-t-il dit. Plus tard cette semaine-là, elle a présenté un calendrier de projets brillants lors de la réunion du conseil. Dean était assis à 2 sièges de là, hochant la tête, répondant aux questions techniques pendant que Clara recevait les éloges. Elle portait ses cheveux relevés ce jour-là. Loupe de pouvoir, créole en or. La confiance comme du parfum et Dean. Dean portait la même expression calme que toujours. Il a souri, il a applaudi, il a même fait une blague sur le fait de se la couler douce. Mais dans sa mallette se trouvait un nouveau dossier étiqueté « Modification ». Ligne rouge C. Il l'a gardé avec lui. De la salle de réunion à l'aéroport. De la maison à l'hôtel. Il ne l'a jamais laissé dans des tiroirs. Il n'a jamais fait confiance au cloud. C'était sa rébellion silencieuse. Non pas parce qu'il planifiait une vengeance, mais parce que dans le monde de Clara, les gens ne comptaient que lorsqu'ils étaient utiles et il venait de décider que s'il devenait un jour superflu, elle découvrirait à quel point il avait été utile. Suzanne avait toujours été la seule personne que Clara traitait d'égale, du moins en public. En privé, c'était plus compliqué. Clara l'admirait. Bien sûr, mais l'admiration s'aigrit vite quand elle est mêlée à l'ambition, surtout quand on commence à penser qu'on mérite la place de son mentor à la table. Suzanne Carval n'était pas seulement un membre du conseil, elle était le conseil, l'une des partenaires fondatrices qui a bâti la société à partir d'un garage pendant l'éclatement de la bulle Internet alors que d'autres lançaient encore des idées sur des serviettes en papier. Son nom avait du poids et lorsqu'elle a choisi Clara comme mentor il y a toutes ces années, ce n'était pas par charité. C'était un calcul. Clara était brillante, oui, mais elle était aussi dangereuse. Suzanne croyait qu'il fallait garder le feu à proximité, là où elle pouvait le voir. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Clara est montée rapidement, mais prudemment. Jamais trop bruyante, jamais trop audacieuse, juste assez pour être indéniable. Suzanne lui a appris l'art de l'influence sans esbrouf, de faire glisser le pouvoir dans la pièce sans l'annoncer. Puis Oliver est apparu. Suzanne a remarqué le changement immédiatement. D'abord, Clara a cessé de lui soumettre les choses. Puis sont venues les invitations à des panels de conférences où le nom de Suzanne était remarquablement absent.
Un mois, Clara la remerciait publiquement pour des décennies de mentorat et le mois suivant, elle réécrivait l'histoire de la société pour se faire passer pour un prodige solitaire. La goutte d'eau a été une retraite trimestrielle. Clara est arrivée avec Oliver à ses côtés, le présentant non pas comme notre nouvel analyste, mais comme la nouvelle vague. Il portait un costume de créateur et cette suffisance commune aux personnes qui n'ont pas encore fait de vraies erreurs. Clara riait trop fort à ses blagues. Elle lui touchait l'épaule quand ce n'était pas nécessaire. Plus tard dans la nuit, Suzanne l'a prise à part. « Tu veux coucher avec lui ? Très bien, garde ça secret. Tu veux le mentorer ? Très bien, fais-le correctement, mais ne le traîne pas par la porte d'entrée comme s'il était ton cofondateur. Le conseil regarde tout. Ne transforme pas ça en spectacle. » Clara a souri. Un verre à la main. Suzanne, on n'est pas en 1999. Personne ne se soucie de qui sort avec qui. Tu as tort, a dit Suzanne, très sérieuse. Le marché ne punit pas les relations, il punit les relations bâclées. Clara a roulé des yeux. Tu parles comme mon père. Suzanne n'a pas répondu, elle s'est juste retournée et est partie, ses talons claquant sèchement sur le sol en marbre. La nuit du gala, Suzanne a regardé le désastre depuis sa table près de la scène. Son nom était imprimé en lettres d'or sur le carton de table. À côté, une petite boîte en verre, un cadeau de remerciement du comité d'organisation. À l'intérieur se trouvait une broche en forme de couronne de laurier. Elle était censée symboliser l'héritage. Elle a regardé Clara monter sur scène. La carte de prix à la main. Elle a regardé Dean se lever lentement de sa chaise, croyant naïvement et fidèlement qu'elle dirait son nom. Et puis elle ne l'a pas fait. Suzanne n'a pas applaudi. Elle n'a pas ri quand Clara a embrassé Oliver sur la joue. Elle a juste pris son téléphone et l'a appelé. Directement sur la messagerie vocale. Elle a réessayé. Toujours rien. De l'autre côté de la salle, Dean est sorti sans expression, sans un mot, juste parti. Suzanne s'est levée et a suivi, mais au moment où elle est arrivée dans le hall, il était parti. Elle est restée dans le froid une minute, les bras serrés contre sa poitrine, puis elle a trouvé son numéro et l'a composé. Il a répondu. Suzanne, a-t-il dit, sans émotion. Je veux régler ça avant la réunion du conseil, a-t-elle dit. Les mots sont sortis rapidement, comme s'ils avaient attendu toute la nuit pour s'échapper. Dean n'a rien dit au début. Elle a attendu. Finalement, il a dit un mot, trop et a raccroché. Pas brusquement, pas cruellement, juste avec finalité. Suzanne a fixé le téléphone dans sa main. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti ce que c'était que d'avoir un temps de retard. Clara avait brûlé la terre plus vite que Suzanne ne l'avait prévu. Et maintenant, même Suzanne ne pouvait pas éteindre le feu. La première chose que Clara a remarqué, c'est le silence. Pas le genre de silence calme, mais le silence fin. Le genre qui se produit quand les gens vous voient arriver et font soudainement semblant d'être occupés. Son assistante, Tania, ne lui a pas offert de café, ne lui a pas dit bonjour, a juste hoché la tête puis a détourné le regard comme si elle ne voulait pas être impliquée dans quelque chose qu'elle avait déjà trop vu. Clara est entrée dans son bureau et a vu le bureau de Dean propre, vide, trop vide, pas de bloc-notes, pas de stylos éparpillés dans un chaos ordonné, pas de notes autocollantes marquées de son écriture bouclée. Même la photo encadrée de leur première fête d'acquisition, celle qu'il gardait par culpabilité sentimentale, avait disparu. À sa place, un seul objet, un dossier noir mat, centré, délibéré. L'étiquette imprimée en majuscules blanches grasses. Note de transition. Elle ne l'a pas touché au début, a juste regardé. Puis elle l'a pris, s'est assise dans son fauteuil, pas le sien, et l'a ouvert. Première page. Un index. Section 1, écart de contrat. Section 2, transfert budgétaire non approuvé. Section 3, conflit d'intérêts ou liberca. Section CU, divergence de signature, drapeau rouge. Section CCO, communications externes, communiqué non vérifié. Clignotement. Elle a tourné la page. Chaque section était codée par couleur avec des références croisées et des onglets, des courriels internes imprimés et horodatés, des notes de réunion, des copies de ses modifications au stylo, son stylo, numérisé et surligné, des captures d'écran de la piste d'audit, des clauses de non-responsabilité juridique qu'elle avait supprimées. Un document était marqué d'une seule étiquette rouge en haut, transmis Alain Forgaillou. 10 mars, 8h13 du matin.
En dessous, un autre transmis à Suzanne Carval, 10 mars, 8h14 du matin, son estomac s'est noué. Ses mains, pour la première fois depuis des années, tremblaient. Ce n'était pas seulement un dossier, c'était une carte, un guide d'accusation construit avec précision, écrit de sa propre écriture, ses propres mots, sa propre imprudence, catalogués comme des artefacts sur une scène de crime. Elle a feuilleté les pages avec fureur. Là, sous la section 3, se trouvait une facture qu'elle pensait que personne n'avait jamais vue. L'allocation de réinstallation temporaire d'Oliver cachée sous la recherche et le développement. Dean l'avait marqué, daté et associé à un rapport de dépenses internes. Le total juste assez pour garder Oliver à proximité. Elle a claqué le dossier. Elle est sortie du bureau. Tania, a-t-elle crié. Son assistante a levé les yeux. Surprise. Qui a touché le bureau de Dean? Personne ne l'a touché, a dit Tania prudemment. Il est venu hier soir, l'a vidé lui-même. Il a dit que vous sauriez pourquoi. La bouche de Clara s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Puis Théna a ajouté, « Oh, et le service juridique était là ce matin. » Clara s'est figée. Qui du juridique? Le conseiller juridique général est venu tôt. Il a dit qu'il faisait le suivi de certaines affaires transmises. Il a demandé si nous avions des copies physiques de tout ce que Dean a mentionné dans le dossier. Je ne savais pas à quoi il faisait référence. Clara s'est détournée sans répondre. Elle a fermé la porte de son bureau plus fort qu'elle ne le voulait. Son premier instinct a été d'appeler Dean, de lui demander ce qu'il pensait faire. Mais l'appel n'a pas abouti. Bloqué. Elle a essayé Suzanne, messagerie vocale. Elle a consulté son agenda pour vérifier son emploi du temps de l'après-midi. Elle avait besoin de trouver quelqu'un à qui s'accrocher. Mais un nouveau courriel est apparu des ressources humaines. Sujet, réunion annulée, examen des performances et de la rémunération. Corps du message. Cette réunion a été reportée en attendant la clarification des affaires internes. Nous la reprogrammerons une fois que tous les documents auront été examinés. Merci de votre compréhension. C'est là que la panique est survenue. Pas un cri, pas un effondrement spectaculaire, juste un seul souffle coupé. Son reflet dans la paroi vitrée du bureau avait l'air faux. Pâle, anguleux, légèrement décentré. Elle a redressé son chemisier, a ajusté son col, a cligné rapidement des yeux, puis a essayé de rire. Ils réagissent de manière excessive, a-t-elle chuchoté à elle-même, mais sa voix semblait faible dans la pièce. Même les lumières semblaient plus faibles. Et le dossier, ce dossier, gisait là sur le bureau de Dean, silencieux et immobile, comme s'il avait attendu d'être trouvé. Elle l'a regardé et a réalisé pour la première fois que ce n'était pas un malentendu, c'était un règlement de compte et il avait déjà commencé. Clara n'a même pas attendu son chauffeur, elle a attrapé son manteau, a fourré le dossier dans son sac comme si elle pouvait l'enterrer de force, et s'est précipitée hors du bâtiment. 15 minutes plus tard, ses talons claquant comme des coups de feu sur le couloir de marbre poli de l'étage de la direction, elle est arrivée au bureau de Suzanne pour trouver la porte fermée et verrouillée. Pas d'assistante au bureau, pas de douce musique de piano de l'intérieur, juste le silence et une plaque en acier brossé qui semblait soudainement plus froide. Que Carval, partenaire principal, membre fondateur du conseil, elle a quand même essayé la poignée. Rien. Puis elle a frappé sèchement 2 fois. Rien. Elle a frappé à nouveau, plus fort. Suzanne, c'est Clara. Ouvre la porte. Toujours rien. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a essayé de calmer le pouls qui battait derrière ses tempes et a sorti son téléphone. Elle a envoyé un message texte. Bonjour, urgent. Besoin de parler. Pas une simulation livrée, non lue. Puis elle a essayé par courriel. Message renvoyé. Échec de la livraison. Utilisateur. Plus à cette adresse. Quoi? Confuse, elle a ouvert son dossier de carte d'accès, a fait glisser ses identifiants de direction contre le panneau de verre de l'ascenseur qui menait au dernier étage. Lumière rouge. Accès refusé. Elle a réessayé, plus lentement. Toujours refusé. L'ascenseur n'a même pas clignoté. Elle a appuyé sur le bouton d'appel de l'opérateur. Pas de réponse. Finalement, l'un des jeunes employés de la conformité est passé et a essayé de ne pas avoir l'air surpris de la voir là. Besoin d'aide, a-t-il demandé poliment. Non, a-t-elle répondu sèchement puis a souri trop tard.
Juste un problème technique. Elle s'est retournée et est partie comme si tout était sous contrôle. Dans le couloir, son téléphone a vibré. Notification de calendrier. Session spéciale du conseil. 15 heures, lieu confidentiel. Salle de conférence exécutive. Elle a parcouru l'invitation. Pas de Clara. Elle a vérifié l'expéditeur anonyme. Le système avait recours à des organisateurs cachés. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle sache qu'il avait programmé. Elle est retournée à son propre bureau. Elle a ouvert un onglet de nouvelles par habitude. Elle avait besoin d'une distraction et la voilà. Marketwire en première page. Des soupçons sont soulevés concernant le contrat de Pacific Télé. La vérification de la signature est en question. Elle s'est figée. Ce contrat était l'un des plus importants. Un accord fondamental d'il y a 6 mois. Il devait être approuvé rapidement. Dean était hors de la ville et joignable. Elle a improvisé, a utilisé son ancien modèle de signature électronique, a ajusté certaines notes internes. Il ne l'a jamais mentionné. Il ne le savait probablement pas jusqu'à maintenant. Elle a continué à lire. L'article citait des sources proches du conseil exprimant leur inquiétude quant aux défaillances de conformité. Pas de nom, mais une phrase a frappé plus fort que les autres. Si la fraude à la signature interne est confirmée, la haute direction pourrait faire face à des procédures d'audit immédiates. Elle a lâché la souris. On a frappé à sa porte. C'était Oliver. Il s'est glissé à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière lui. Bonjour. Elle a expiré. Dieu merci. Je dois prendre les devants. Ils réagissent de manière excessive. C'est le protocole. Suzanne agit comme si c'était. Il a levé la main. Tu as falsifié un contrat de niveau conseil. Clara. J'ai signé pour Dean. C'était son projet. Il était au Vietnam, pour l'amour de Dieu. Oui. Et maintenant tu vas le blâmer pour ça. Elle a plissé les yeux. Tu ne comprends pas. C'est comme ça que ça marche. Si je tombe, la société prend un coup. Ils ne laisseront pas les choses aller aussi loin. Oliver était silencieux. Elle a penché la tête. Quoi? Il a reculé un peu. C'était ton idée. Tu te souviens du spectacle, du gala? Me donner le prix. Oh, ne fais pas semblant d'avoir résisté. Tu as adoré ça. Tu t'en es délecté. Il a hoché la tête. Bien sûr. Jusqu'à ce que tu m'embrasses devant 3 membres du conseil et que tu humilies ton mari. C'est un mari. Pas sur le papier. Elle a serré la mâchoire. Ne te retourne pas contre moi maintenant. Oliver a laissé échapper un petit rire triste. Clara, je ne me suis pas retourné. C'est toi qui l'as fait. Tu as transformé la politique en théâtre. Il a commencé à partir. Elle l'a appelé. Où vas-tu? Il s'est retourné. Je pars avant que le navire ne coule. La porte s'est refermée en claquant. Elle se tenait au centre de son bureau, entourée de verre et de silence. Même la ville à l'extérieur semblait assourdie, comme si les fenêtres s'étaient épaissies juste pour contenir ses cris. Pour la première fois de sa carrière, que dis-je, de sa vie, Clara l'a ressenti. Pas seulement de la pression, un vide sans allié, sans soutien, sans déclaration préparée pour expliquer cela. La première porte s'était fermée et elle a réalisé trop tard. Ce ne serait pas la dernière. L'appel est arrivé juste après le petit déjeuner. Dean venait de sortir de la cabine, une tasse à la main, regardant la vapeur s'enrouler dans l'air matinal. Un lac s'étendait devant lui, plat comme une ardoise. Quelque part de l'autre côté de l'eau, un plongeon a appelé. C'était le genre de silence que la plupart des gens trouvent troublant. Adam avait appris à l'aimer. Son téléphone a vibré. Ligne privée. Il l'a laissé sonner 2 fois avant de répondre. Dean Whitaker. La voix était nette. Contrôlée. Un homme qui n'avait pas l'habitude de supplier. Oui, c'est Malcolm Cray, président du conseil. Dean n'a rien dit, a juste écouté. Nous aimerions demander votre retour temporaire, strictement pour superviser la transition. Rien de plus. Dean a levé sa tasse, a pris une longue gorgée. Vous avez déjà un plan de transition, a-t-il dit. Il y a eu une pause. Il était basé sur le calendrier de Clara, a admis Malcolm.
Alors je vous suggère de le réviser. Dean a dit, plus doucement maintenant. C'est une période critique pour nous. Vos connaissances institutionnelles, votre discrétion sont inestimables. Nous vous demandons votre aide. Dean a expiré. Pas en colère, pas suffisant, juste fatigué. J'ai tout donné, a-t-il dit. Mon nom, mon temps, ma crédibilité. Elle l'a donné à un gamin et maintenant vous voulez que je reconstruise la maison qu'elle a incendiée. Elle a été mise en congé, a dit rapidement Malcolm. Ce n'est pas mon problème. Nous pouvons vous dédommager. Dean a gloussé. Je suis sûr que vous le pouvez. Alors vous y réfléchirez. Dean est retourné dans la cabine, a posé la tasse, a pris une enveloppe en manille qu'il avait l'intention d'envoyer. L'étiquette indiquait confidentiel comité des prix. J'enverrai quelqu'un d'autre. Je suis dehors. Il a mis fin à l'appel. Pas de colère, pas de tour de victoire, juste une clôture. Cet après-midi-là, une camionnette de messagerie s'est arrêtée sur le parking en gravier. Dean est sorti pour la rencontrer. L'homme lui a remis une boîte plate de la taille d'un échiquier. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur du papier ivoire épais. L'écriture de Suzanne était reconnaissable entre toutes. Des traits audacieux, anguleux, décisifs. Dean, merci de ne pas avoir crié, de laisser le silence parler plus fort. Certains d'entre nous l'ont entendu. C'est tout, pas de préambule, pas de demande, juste une reconnaissance. Il a plié la lettre une fois, l'a glissée dans la cheminée sans cérémonie, l'a regardée s'enrouler et noircir. Puis il a pris son téléphone. Pas pour appeler Clara, pas pour appeler Malcolm, mais le comité des prix. Il a attendu le menu automatisé, a appuyé sur 0. Finalement, une femme a répondu, bureau des nominations de la direction. Je suis Dean Whittier, a-t-il dit. J'appelle concernant le prix visionnaire 2025. Je crois qu'il y a eu une erreur, monsieur. Le récipiendaire a été attribué à tort. Une autre pause. Souhaitez-vous déposer une plainte officielle? Non, a-t-il dit, je retire simplement mon soutien rétroactivement. La nomination n'avait pas mon approbation. Je comprends. Puis-je vous demander la raison? Il n'a pas hésité. Conflit d'intérêts. Fausse déclaration. Attribution incorrecte d'un travail collaboratif. Silence. Puis, compris. Nous en prendrons note. Merci de votre temps. Il a raccroché. Le lac était de nouveau calme. Il n'a pas souri, n'a pas jubilé, mais un petit nœud derrière ses côtes, celui qui se resserrait depuis des années depuis le premier faux pas de Clara, la première demi-vérité, le premier crédit public pour une victoire pas tout à fait méritée, s'est desserré. De retour en ville, Clara faisait les 100 pas. 3 membres différents du conseil n'avaient pas répondu à ses courriels. Son assistante avait été réaffectée. Oliver ne répondait pas et maintenant le prix, la chose même qu'elle avait détournée pour couronner son ascension, était soudainement en suspens. Il n'y avait pas encore de déclaration officielle, mais le silence grandissait et Clara, pour une fois, ne pouvait pas le combler. Le communiqué de presse est tombé sans avertissement, pas de bannière, pas de conférence de presse, juste une mise à jour discrète sur le site officiel du comité, enterrée sous un changement de programme pour le forum financier du mois prochain. En raison d'incohérences de procédure, le prix visionnaire 2025 est par la présente révoqué. Aucun récipiendaire de remplacement ne sera nommé pour le moment. C'était tout. Stérile, sans émotion, comme s'il s'agissait d'une correction de calendrier plutôt que d'une guillotine professionnelle. Mais les initiés, eux, savaient. La déclaration s'est répandue dans les canaux Slack de l'industrie comme une traînée de poudre. Des modifications subtiles ont été apportées aux publications LinkedIn. Les responsables des relations publiques chuchotaient au téléphone. Les engagements de prise de parole de Clara ont soudainement été réexaminés. Une apparition dans un podcast a été reprogrammée. Un profil Forbes déjà en cours de mise en page a été mis en suspens indéfiniment. Elle a vu le communiqué alors qu'elle se tenait devant le miroir des toilettes de son bureau. À mi-chemin de sa retouche maquillage pour une interview prévue qui n'aurait désormais jamais lieu, le titre est apparu comme une notification push sur son téléphone. Elle a cliqué 2 fois, pensant que ce devait être un faux. Du spam, une fuite d'un des amis rancuniers de Dean, mais ce n'était pas le cas. C'était officiel. Elle s'est regardée dans le miroir un instant.
Le rouge de son rouge à lèvres ressemblait soudain à de la peinture de guerre. Elle est sortie des toilettes en trombe et est entrée dans son bureau. « Tania » a-t-elle crié. Son assistante est entrée à contre-cœur. « Oui. Pourquoi personne ne m'a dit que cela se produisait ?» Tania a hésité. « Il y a eu un appel réservé au conseil ce matin. Vous n'étiez pas dessus et personne ne pensait qu'ils ont dit que vous seriez informés séparément. » A-t-elle répondu prudemment. Par Suzanne. Clara a attrapé son téléphone, a composé le numéro de la messagerie vocale, n'a même pas laissé de message. Elle a recomposé, puis encore. Rien. Elle a essayé d'inbloquer. Bien sûr. C'est alors que l'application de communication privée du conseil a commencé à s'allumer. Clara avait toujours accès. À peine le fil de discussion explosait. Des captures d'écran de la rétractation. Des réactions émojis passives-agressives. Quelqu'un avait posté un gif d'un trophée fondant dans le feu. Un autre a tagué Oliver. Je suppose que tu devras rendre le prix. Oliver n'a pas répondu. Elle a remarqué que son nom disparaissait de la liste des participants quelques minutes plus tard. Quelqu'un l'avait retiré. Elle a fait défiler plus vite, ses doigts tremblants. Ses mains semblaient déconnectées de son corps. Cela n'arrive pas. Puis son téléphone a sonné, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais l'indicatif régional lui a noué l'estomac, celui qu'elle avait ignoré au gala. Elle a répondu « Bonjour ». Il y a eu une pause. Puis la voix de Suzanne, rauque, comme si elle avait vieilli d'une décennie depuis leur dernière vraie conversation. « Le conseil vient d'appeler », a-t-elle dit. « Ta nomination a disparu. » Clara ne pouvait plus respirer. « Quoi » a-t-elle chuchoté. Ils appellent ça procédural, mais c'est plus que ça. Ils ont peur. Tu l'as humilié devant 3 familles d'investisseurs. Clara, tu comprends ça? L'un d'eux était sur le point de lui offrir une bourse. Maintenant, ils sont furieux. Clara a trébuché en arrière dans son fauteuil. Il n'a même rien fait, a-t-elle dit doucement. Il est parti. Il ne s'est pas battu, il est juste parti. La voix de Suzanne s'est brisée. Exactement. Il a laissé le silence parler. Il y a eu une longue pause. Aucun d'eux n'a parlé. Puis Clara a demandé d'un ton qui ressemblait presque à une supplication. « Peux-tu arranger ça ?» Suzanne a expiré longuement et lentement. « Je t'ai prévenu. Je t'ai dit d'arrêter de traiter ta carrière comme du théâtre, mais tu n'as pas écouté. Tu m'as soutenu, a claqué Clara. Je t'ai protégé, a corrigé Suzanne. Ce n'est pas la même chose. » Un autre moment de silence, puis plus froid. « Tu es seul maintenant. » Clic, l'appel s'est terminé. Clara est restée assise dans son fauteuil avec le téléphone toujours à l'oreille, longtemps après que la ligne soit coupée. Dehors, la ville a continué sans elle. Quelque part, une enseigne au néon clignotait une publicité pour une rediffusion du gala des prix. L'image n'avait pas encore été mise à jour. Clara y était toujours, souriant, tenant un microphone, mais le prix avait déjà disparu. C'est arrivé vite, mais pas fort. Clara avait toujours supposé que si jamais elle tombait, ce serait dans un éclat de gloire, de titres, de poursuites et de dénégations. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'avait même pas de scandale. Ils l'ont simplement effacée. Sa carte d'accès a cessé de fonctionner en premier, pas seulement dans l'ascenseur de la direction, cette fois partout. Entrée principale, parking, portail interne. Elle a appelé l'informatique. Ils ont dit que c'était probablement juste une réinitialisation des autorisations. Le lendemain matin, les ressources humaines lui ont demandé de travailler à distance pendant que certaines questions internes sont en cours d'examen. Le courriel utilisait des mots prudents. Pas d'accusation, juste de l'espace. Le genre d'espace que l'on donne à quelqu'un quand on a déjà vidé son bureau, mais qu'on ne le lui a pas encore dit. Oliver n'a pas répondu à ces messages. Quand elle l'a finalement eu au téléphone, il avait l'air étrange. Prudent, j'ai été réaffecté en Asie-Pacifique, a-t-il dit sèchement, avec effet immédiat. Clara a cligné des yeux. C'est une rétrogradation. Il n'a pas discuté. Il a juste dit, ils disent que c'est transitoire. Avez-vous protesté? Il a hésité. Clara. Ils ont trouvé la facture. L'indemnité, celle que vous avez enterrée, elle a senti son estomac se nouer. Il creuse, a-t-il ajouté.
Et je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter. Elle a réessayé d'appeler Suzanne. Pas de réponse, personne ne répondait. Même Tania, son assistante, était soudainement en vacances. Le jeudi, sa boîte de réception était différente. Les invitations ont commencé à disparaître. Pas de suivi sur son intervention dans le podcast de stratégie. Pas de réponse de la conférence à Muni, où elle devait donner le discours d'ouverture. Elle a vérifié son profil de conférencière. Il avait disparu. Sa vidéo TEDx aussi. Non répertoriée, puis supprimée. Elle a appelé l'organisateur. Il a balbutié une vague explication sur un examen en cours et des normes de marque changeantes, puis le coup le plus dur. Le conseil d'administration de l'association à but non lucratif qu'elle présidait depuis 7 ans a silencieusement retiré sa photo de leur site web. Pas de déclaration, pas de message d'adieu, juste parti. Tous les endroits qui utilisaient autrefois son nom comme monnaie d'échange étaient soudainement allergiques à elle. Les chuchotements ont suivi. D'anciens protégés qu'elle avait promus rapidement utilisaient maintenant des phrases comme « j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas ». Des journalistes l'ont contacté non pas pour des citations, mais pour des éclaircissements sur son rôle passé dans le projet Yarta. L'un d'eux lui a même demandé si elle avait des regrets concernant l'incident du gala. Elle n'a pas répondu, car comment expliquer que le pire n'était pas l'effondrement mais que personne n'a essayé de l'arrêter? Il n'a pas jubilé, n'a pas riposté, n'a pas donné d'interview ni rien divulgué, il a simplement disparu dans un petit bureau tranquille à la périphérie de la ville, travaillant 3 jours par semaine avec une association de réinsertion des anciens combattants. Petite équipe, impact local, pas de communiqué de presse, pas de caméra. Quand quelqu'un lui a demandé s'il était ce digne White Taker, il a juste souri et a dit « j'étais ». Son nom n'a pas fait la une, mais autre chose l'a fait. Des captures d'écran de la rétractation du prix. Des fils de discussion de spéculation sur l'incident du gala. Un clip du moment où Clara a remis la plaque à Oliver. Arrêt sur image, zoom sur le visage de Dean alors qu'il se retourne pour partir. Silencieux, serein. Quelqu'un a légendé. Voilà à quoi ressemble vraiment le pouvoir. C'est devenu viral. La section des commentaires n'était pas cruelle, juste exacte. Il l'a prévenue. Elle a ri. Maintenant, elle est silencieuse. Leçon. Ne confondez pas l'élégance avec la faiblesse. Clara est restée hors ligne après ça. Elle a essayé de consulter, personne ne l'a embauchée. Elle a essayé de proposer un mémoire. Aucun éditeur n'a répondu. Elle a essayé d'organiser un dîner privé pour d'anciens alliés. Pas de réponse. Même son calendrier avait l'air vide, pas seulement dans le futur, dans le passé. Toutes les choses qu'elle avait construites étaient effacées en temps réel, supprimées des biographies, des sites web, de la mémoire. Et pendant tout ce temps, Dean n'a jamais dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde l'a fait pour lui. Il l'a annulé 2 jours avant le gala. De couleur crème, scellé à la cire rouge, à l'ancienne, délibéré, adressé à la main à l'hôte de l'événement, un philanthrope âgé qui a un jour appelé Dean, un architecte silencieux du leadership moderne. L'homme a haussé un sourcil en le recevant. De White-Ear, a-t-il marmonné, brisant soigneusement le seau. À l'intérieur, pas de réponse, pas de mots expliquant l'absence de Dean, juste une photo en noir et blanc imprimée sur du papier mat d'archivage. Elle montrait un Dean beaucoup plus jeune debout à côté de Clara sur le toit de leur premier immeuble de bureau. Il portait un blazer bleu marine, ses cheveux encore pleins, sa cravate légèrement de travers. Clara se tenait à côté de lui, riant de quelque chose juste hors du cadre. Une main reposait légèrement sur son épaule. Elle avait l'air intrépide, vive, humaine. Au dos, dans l'écriture précise de Dean, il y avait 12 mots, je l'ai construite. Elle s'est détruite elle-même, pas de signature, juste une petite ligne en dessous. PD, je t'ai prévenu. Ne m'humilie pas à ce gars-là. L'hôte a plié la photo lentement, il a reconnu le moment. Il avait été là ce jour-là où Clara demandait encore la permission de Dean avant de parler au nom de la société, où elle portait le respect comme un parfum subtil mais indubitable. Maintenant, 6 mois après le scandale, son nom était devenu un poids tacite dans chaque salle de conseil. Les clients chuchotaient encore à propos de l'incident du gala, bien qu'aucun ne puisse expliquer exactement ce qui s'était passé, seulement que cela l'avait terminé. La nuit du nouveau gala est arrivée. La salle avait l'air différente, un peu plus vieille, un peu plus prudente. Oliver n'était pas là. Il avait pris un congé sabbatique à Singapour.
Clara n'avait pas été vue en public depuis des mois. La rumeur disait qu'elle consultait sous un pseudonyme, utilisant un téléphone prépayé dans un espace de coworking à Atlanta. Le nom de Dean était imprimé dans le programme, prévu pour présenter le prix visionnaire qu'il devait autrefois recevoir. Son titre en dessous, conseiller émérite, mais il n'est jamais monté sur scène. Au lieu de cela, la maîtresse de cérémonie est montée au micro juste avant la présentation finale. Elle tenait la photo à la main, elle s'est éclaircie la gorge. « On m'a demandé de lire quelque chose », a-t-elle dit, balayant la foule du regard. Cela vient de quelqu'un qui a choisi de ne pas assister ce soir. Elle a retourné la photo. Je l'ai construite. Elle s'est détruite elle-même. Il y a eu une pause. Les gens se sont regardés, ne sachant pas s'il était approprié d'applaudir. Puis la maîtresse de cérémonie a ajouté la dernière ligne. Sa voix plus ferme maintenant. Je t'ai prévenu. Ne m'humilie pas à ce gars-là. La salle est tombée dans un silence de mort. Personne n'a ri, personne n'a applaudi, juste le silence, épais et complice. Et d'une table près du fond, une silhouette s'est levée. Claire n'était pas sur la liste des invités. Quelqu'un a dû la laisser entrer comme un +1. Elle portait une simple robe noire, pas de bijoux, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière comme si elle ne pouvait pas décider si elle assistait ou s'incrustait. Quand les mots ont été lus, elle n'a pas sourcillé, mais son visage a perdu toute couleur. Et puis, silencieusement, délibérément, elle s'est retournée et est sortie seule, sans Oliver, sans caméra, sans discours pour reprendre la salle. Juste une femme quittant une scène qui ne lui appartenait plus. Le rideau n'est pas tombé car il n'y en avait pas besoin.